Radio Fribourg, à l'ombre du baobab, avec Tania. À l'ombre du baobab. Notre vie quotidienne est émaillée de situations pour lesquelles le fait de parler en restant détendu, de nous exprimer avec une diction claire et des arguments précis, eh bien ça c'est un atout. Qu'il s'agisse de se présenter à l'occasion d'une réunion ou alors pour un entretien d'embauche ou alors simplement d'appeler nos beaux-parents pour les avertir que nous décommandons le week-end prochain. Ah là 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 là, ramener au magasin un article défectueux. Il nous faut maîtriser notre parole pour que nos idées soient comprises. L'art de trouver le mot juste influence chacune de nos relations. C'est le thème de notre discussion du jour à l'ombre du baobab, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ouvrages sur la communication dans les méandres des étendards des librairies, mais rares sont les ouvrages complets et accessibles comme celui que j'ai dans les mains, que nous avons sélectionné pour vous. Ça s'appelle Oser parler et savoir dire. C'est aux éditions de l'Homme et c'est écrit par Arnaud Rioux, que j'ai le plaisir et la chance d'accueillir par téléphone ce matin à l'ombre du baobab. Bonjour Arnaud. Bonjour Tania. Ravi de vous accueillir. Ça fait déjà plus de 15 ans que vous transmettez votre expérience de la communication à travers le monde, on pourrait dire. Oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je fais vraiment au quotidien. Ouais. Absolument. Donc vous transmettez cette expérience de la communication, mais avant de faire des conférences sur la parole, vous étiez plutôt un être silencieux, Arnaud Rioux. Oui, c'est souvent quand on transforme ce qui nous tient le plus à cœur, quand on y met le plus d'énergie. Et justement, moi, enfant, j'étais pas à l'aise du tout pour prendre la parole, pour parler, pour regarder les gens dans les yeux. Et j'ai fait de cette faiblesse, justement, un fer de lance pour aujourd'hui en faire mon métier, en passant par le théâtre, par la télévision et vraiment aujourd'hui en transformant vraiment une difficulté en un atout. Absolument. Timide alors, plutôt d'origine, on va dire, mais c'est quelque chose que vous avez travaillé alors, Arnaud. Oui, que j'ai travaillé en prenant le temps et non pas en étant plus timide, mais en aimant suffisamment ma timidité pour que ça m'empêche pas de prendre la parole quand je dois la prendre. Intéressant, c'est vrai. Parce que tout au long de cet ouvrage, ce que vous nous transmettez, c'est finalement qu'il faut se voir où on en est et accepter aussi le fait qu'on en est là finalement. Oui, dès qu'il y a une transformation de soi, ça passe par la bienveillance et d'être doux avec soi. Si on se sent timide, d'être doux avec sa timidité. Si on se sent agressif, d'être doux avec son agressivité. Et comme ça, c'est ce qu'on appelle des défauts, en fait, fondent naturellement parce qu'ils sont enlevés de leur tension. Et on est tous des êtres pleins de qualités et on a juste besoin d'accueillir nos défauts pour ce qu'on appelle nos défauts pour les transformer. C'est les difficultés qui deviennent les plus belles qualités, en fait. Absolument. Arnaud Rioux, vous êtes canadien, Non, je suis français. Vous êtes français, mais il y a quand même... Je suis régulièrement au Québec et la maison d'édition est au Québec. Voilà. Au Québec, les éditions de l'Homme. Ouais. Parce que c'est vrai que quand on lit votre livre, malgré tout, on sent aussi cette influence québécoise, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même un peu les précurseurs aussi dans ce qui est de la communication, dans l'affirmation de soi. C'est quelque chose qu'on enseigne aux enfants dès tout petits déjà, en scolarité, à savoir finalement qu'est-ce qui, au fond de nous, répond par un oui ou répond par un non. C'est un peu ça l'idée. C'est ça. Et c'est vrai qu'en France, on est un peu en retard. Les Québécois sont en avance dans cette connaissance de soi. À l'école, on apprend beaucoup d'histoire, la géographie, les mathématiques, mais on apprend assez peu à s'écouter soi-même, à se dire, à se comprendre, à se connaître, à s'aimer et à avoir suffisamment confiance en soi. Et donc, comme dans notre quotidien, on est amené beaucoup à communiquer. Dans les entreprises, on prend la parole dans les réunions. À l'école, on prend la parole pour un examen ou pour une audition. Et souvent, on connaît bien notre sujet, mais on ne sait pas le faire passer. Et donc, on perd beaucoup de points. C'est comme une belle musique, une musique de Mozart. Si c'est passé sur un vieux crin-crin, on ne l'entend pas. Et notre message, c'est pareil. On a beau avoir quelque chose de très percutant à dire, si on ne trouve pas les mots pour le dire, il reste au fond de nous, quoi. Absolument. Mais souvent, la plupart du temps, même Arnaud Rioux, on ne sait pas forcément ce qu'on ressent lorsque, par exemple, on reçoit une attaque d'une personne, ou on ne sait pas vraiment, des fois, nommer l'émotion qui va avec.
Non, souvent parce qu'on n'a pas pris le temps d'apprendre et ça devrait être vraiment un vrai processus d'éducation, aussi bien des parents avec leurs enfants que des écoles, d'aider chacun et dès l'enfance à mieux se comprendre, à mieux se découvrir dans toutes ces complexités émotionnelles. Parce qu'aujourd'hui, quand on est en tant qu'adulte, quand on est contrarié par quelque chose ou quand on est en conflit avec quelqu'un, on sait souvent pas tellement mieux argumenter qu'en critiquant, en se défendant, en reprochant, en se plaignant. Et toutes ces attitudes de se plaindre, de critiquer, de reprocher, en fait, ça nourrit jamais un conflit positif. Ce qui nourrit le conflit de façon positive et nous permet d'avancer, c'est d'identifier nos besoins et de voir concrètement, quand on est mal dans une situation, quelle en est la source et quel est le besoin qui n'est pas identifié. Absolument. Et ça demande une introspection et ça s'apprend, ça s'improvise pas. Parce que c'est vrai, Arnaud Riault, que chaque être humain est alimenté par différents besoins, et l'un des besoins très forts, c'est celui de reconnaissance. Oui. C'est le besoin de reconnaissance, le besoin d'être vu, le besoin d'être compris, le besoin... En fait, il n'y a rien de pire que d'être isolé. Dans une société, quand on veut punir quelqu'un, on le met dans une prison, ou on le met au coin s'il est à la classe, ou on le met dans sa chambre. Les SDF souffrent beaucoup de ça, de ne pas être regardés. Et la pire des souffrances, c'est de ne pas être reconnu. Et c'est pour ça que dans notre communication, le fait de ne pas se sentir écouté, c'est souvent très blessant et on a tendance dans notre communication, quand quelqu'un s'adresse à nous en se plaignant, à vouloir très vite solutionner, à vouloir très vite ramener à soi, à vouloir très vite justifier et pas prendre assez de temps pour écouter. Parce que forcément, d'un côté, il y a quelqu'un qui parle et de l'autre côté, il y a celui qui reçoit et donc qui écoute. Et la qualité de la relation se fait dans les deux sens, évidemment. Ça fait dans les deux sens, bien sûr. Ouais. C'est vrai aussi que dans cet ouvrage « Oser parler et savoir dire », Arnaud Riault, vous nous faites une très jolie introduction sur la parole, sur le sens de la parole, sur le pouvoir de la parole. Et vous parlez notamment des druides qui, eux, justement, considéraient la parole comme active, comme dynamique, quelque part. Oui, parce qu'elle l'est, la parole. Elle l'a toujours été. On s'en est éloigné. Vous parliez du Québec. J'ai fait une préface dans ce livre de Tsamini Krankin, qui est un chef amérindien, et où je parle dans le livre du bâton de parole. Dans toutes les traditions authentiques, que ce soit chez les Amérindiens ou quand les Indiens entre eux parlent, il y a le bâton de parole qui circule et on écoute celui qui parle. En Afrique, c'est l'arbre à palabre, et chez nous, chez les druides, chez les Celtes, dans toute la culture celte, c'était vraiment les cercles de parole où celui qui parle est écouté, on lui coupe pas la parole. Et aujourd'hui, on a oublié un petit peu la dimension sacrée de la parole et elle a été remplacée par l'écrit, tout simplement, qui fait qu'on accorde de la valeur aujourd'hui à un contrat écrit à partir du moment où il est tamponné, visé et double signé, mais on perd de sens le poids de la parole. Il y a certaines civilisations encore aujourd'hui, je pense en Nouvelle-Calédonie ou dans des régions comme ça, où un contrat écrit n'a pas une grande valeur. Par contre, de donner sa parole, ça vaut quelque chose et on peut être vraiment condamné parce qu'on n'a pas tenu sa parole. Et pour moi, une société qui va bien est une société qui remet la qualité de la parole au centre de la relation. Parler, c'est créer. On crée en fait. On ne fait pas que transmettre une information, on transmet qui on est, on partage quelque chose. Et j'insiste beaucoup, avant de donner les outils, j'insiste beaucoup sur l'aspect créateur de la parole. La parole nous permet d'encourager, elle nous permet de rassembler, ou si elle est utilisée à mauvais escient, elle peut malheureusement servir à dissoudre, à décourager, à faire courir des rumeurs. Et c'est en ça que la parole a vraiment un caractère sacré et qu'on peut la remettre, de pouvoir bien sûr, et c'est vraiment important de remettre le sens et la qualité de la parole au cœur de la relation. Tout à fait. Vous le savez, cette émission s'appelle « À l'ombre du baobab », justement, Arnaud Riault. Donc, c'est parfait pour parler de ce sujet. Oser parler, savoir dire. Donc, ce livre que vous avez écrit et qui est paru aux éditions de l'Homme. C'est vrai aussi, on parle du pouvoir de la parole, Arnaud Riault. Mais quand on regarde, par exemple, un politicien, on l'admire justement parce que c'est quelqu'un qui a une force grâce à sa parole. Mais en même temps, un politicien qui manie le verbe facilement, lui, il aura un autre challenge, parce que on va pas forcément croire à sa sincérité. Il aura besoin d'être congruent, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre entre ce qu'il dit et ce qu'il est.
Et un politicien, on est en plein dans les élections en France, un politicien qui met en avant des valeurs que lui-même n'incarne pas, va avoir beaucoup de difficultés à être crédible. Et ce qui va donner la confiance de l'électeur ou du spectateur à une personne, à un candidat, c'est qu'il va voir que cette personne intègre. Si elle défend l'écologie, elle va être écologique aussi dans ses relations. Si elle développe l'économie et qu'elle n'est elle-même pas dans une attitude d'économie, elle va pas être crédible. Donc c'est vraiment cette congruence, quelqu'un qui parle de méditation et qui est très agité, ou quelqu'un qui parle de générosité mais qui n'a pas une attitude souriante. Si on regarde dans les maîtres spirituels par exemple, je pense aux Tibétains avec qui j'ai passé beaucoup de temps ou d'autres, ce qui nous touche, c'est pas tellement ce qu'ils nous disent, c'est aussi la qualité d'être qui se dégage d'eux. Et ça, c'est ça la congruence, c'est vraiment de briller ce qu'on est à l'intérieur. Dans votre livre Oser parler, savoir dire, il y a un sous-titre qui est intitulé Communiquer avec authenticité. Alors Arnaud Rieu, c'est vrai que l'authenticité, parfois ça a un prix aussi. Ouais. Comment renforcer justement cette authenticité dans notre parole, cette clarté aussi quelque part, hein? Elle a un prix parce que dès le départ, on est confronté à cette difficulté. Est-ce que je dois être authentique? Quand l'enfant de 8 ans va voir sa grand-mère avec ses parents et qu'en rentrant, il va dire tiens, ça sent pas bon ici. Hein, les parents vont dire mais si, enfin ça sent bon. Ou alors elle pique quand je l'embrasse. Ou alors elle pique quand elle embrasse. Mais non, enfin elle pique pas. Et l'enfant est confronté à ce moment-là à se dire qu'est-ce que je privilégie. Soit je privilégie l'authenticité, de dire si, pour moi elle pique maintenant, vous direz ce que, mais pour moi elle pique. Et là, à ce moment-là, il prend le risque de rentrer en conflit ou d'être rejeté ou montré du doigt par les parents ou la grand-mère, ou alors il veut absolument surtout pas se fâcher avec ses parents, et alors il va falloir composer. C'est à partir de ce moment-là qu'il perd un peu son authenticité. Dieu sait s'il y a des situations depuis l'enfance où justement pour plaire à notre entourage, pour plaire aux parents, pour plaire aux voisins, on peut s'éloigner de nous. Et il n'y a pas de plus grande souffrance quand on arrive à un âge adulte et qu'on se cherche. En fait, on cherche qui on a été et qui on est vraiment, et on a besoin de ce retour à l'authenticité. Et moi, l'expérience me montre que de se fâcher avec certains, c'est des fois douloureux, que de quitter certains, c'est douloureux, mais par contre, de s'éloigner de soi et de se perdre soi-même, quitte à ne plus savoir qui on est, ça, c'est vraiment une grande souffrance. C'est le pire. Oui. Mais c'est vrai aussi, Arnaud Rieu, que communiquer, c'est prendre un risque aussi, hein. C'est parce qu'il faut parler de soi, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et non, on prend un risque toujours. Il y a des tics de langage comme ça, hein. Quand on veut, je sais pas, si on va aller au cinéma, on a tendance à dire ah, t'as pas envie d'aller au cinéma, hein, comme ça on prend pas de risque. Mais l'autre il a pas demandé. Plutôt que de dire j'ai envie d'aller au cinéma et j'aurais plaisir à aller avec toi, est-ce que tu es d'accord? Mais dès que je formule comme ça, je prends le risque que l'autre me dise non. Et comme le non est toujours difficile à accueillir, je préfère pas trop prendre de risques et en fait, demander à l'autre. Et puis je peux être insidieux comme ça en disant mais tu t'as pas l'impression de te fatiguer les yeux, être sur ton ordinateur depuis 2 heures, tu crois pas que ça serait un peu mieux qu'on aille marcher tous les deux, plutôt que de dire j'ai envie de marcher avec toi et j'aurais du plaisir à passer un temps avec toi. Mais cette peur du refus, en fait c'est pas le refus en lui-même qui nous fait mal. Ce qui nous fait mal, c'est ce que le refus dans l'instant vient réveiller comme refus plus ancien. Et c'est ça qui est douloureux. C'est les blessures de l'enfance qui remontent dans le présent. Absolument. Alors c'est vrai que quand on a par exemple été blessé par la remarque d'un ami, d'un collègue, ça arrive au quotidien hein, quand même, assez fréquemment. Ça arrive souvent. Comme vous le dites, c'est important quelque part de parler de soi et non pas de l'autre. Hein. C'est ça quand on a quelque chose à dire. On parle de soi et de ses besoins. On parle de soi, de ses besoins et de son ressenti. Si jamais dans un dîner au restaurant, quelqu'un m'a dit tiens, dis donc, qu'est-ce que t'es radin toi, et que j'ai été blessé de ça, plutôt que de dire oui mais toi aussi t'es radin, de dire tiens cette parole m'a blessé. Quand il a dit ça en public, j'ai été blessé, je me suis senti humilié. Là, on prend la responsabilité de dire ce qui se passe à l'intérieur de nous et de parler de ses sentiments, de parler de ses ressentis. Ça implique une relation beaucoup plus intime mais beaucoup plus riche aussi. Absolument. Il y a quand même un bel avantage au bout de ça, c'est que ça nous amène à des relations très profondes, très authentiques, beaucoup plus vraies, et Dieu sait si on a besoin de vérité dans nos relations. En fait,
on court après la vérité. Donc parler de soi et non de l'autre, ça c'est un des points, on va dire, clés de la communication. Mais l'autre point qui est parfois aussi plus délicat, c'est accepter d'écouter aussi le point de vue de l'autre. Écouter, on dit bien, pas juger, hein. Écoutez, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Hein. C'est Einstein qui disait notre intelligence, c'est notre aptitude à nous adapter à l'autre. Et l'une des meilleures façons de s'adapter à l'autre, c'est d'écouter l'autre et de prendre le temps d'identifier son point de vue. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec lui, ça veut dire qu'on accepte que sur une même situation, il peut y avoir beaucoup de points de vue différents. Et tellement souvent j'entends, mais je vais lui démontrer que j'ai raison, je vais lui montrer que j'ai raison, je suis tout seul à avoir raison, ils ont tous tort. Non, ça n'existe pas, ça. On a simplement des points de vue différents et l'histoire du petit chaperon rouge, si elle est racontée par le petit chaperon rouge, si elle est racontée par le loup, ou si elle est racontée par le chasseur, c'est pas la même histoire et personne n'a raison. Hein. Et notre vie, c'est pareil, on a en permanence des relations qui voient une même situation à partir de points de vue différents. Et on peut écouter et on en apprend beaucoup. Mais c'est vrai que finalement, notre propre réalité, on la construit avec les mots qu'on formule, hein, finalement. C'est notre représentation de la réalité, hein, mais c'est pas celle des autres. Pourtant, on vit les mêmes événements. Hein. Les humains vivent les mêmes choses dans leur vie. Hein. Je pense au deuil, je pense aux séparations, je pense au bonheur, aux joies diverses. Hein. Oui, c'est ça. Et si je prends, moi je suis 7e d'une famille de 8 enfants, si vous demandiez à chacun de mes frères et sœurs de raconter comment chacun a vécu cette enfance, on a tous vécu ça différemment. Et alors qu'on était au même endroit, au même moment. Mais un événement qui va être blessant pour un autre va être complètement anecdotique pour un autre. Et un événement qui a été magnifique, un très bon souvenir, a été complètement oublié par un autre. Et ça, c'est la particularité de nos propres sensibilités qui fait que ce qu'on voit du monde, on le voit à travers le filtre déformant de notre sensibilité, de notre expérience. Ce qu'on voit en disant « je vois le monde », non, on voit pas le monde, on voit notre monde. C'est vrai que c'est très rassurant en lisant votre ouvrage, Oser parler, savoir dire, Arnaud Rioux, de se dire bon, ok, relativisons un peu, c'est ma vision des choses, c'est peut-être pas forcément comme ça que la personne l'a vécu, a eu envie de me dire tel ou tel message. En gros, tout au long de cet ouvrage, vous nous dites aussi méfions-nous quelque part des projections que nous faisons sur les autres. Hein, et ça, c'est un message, je trouve, très important. Oui, parce qu'on projette beaucoup. Hein. La meilleure image de ça, c'est le coup de foudre. Quand on est amoureux, d'un seul coup, on rencontre quelqu'un, on est amoureux, on a le cœur qui chante, on voit la vie en rose, et on voit tout en rose. Et d'un seul coup, la réalité elle-même a changé. Mais c'est pas la réalité qui a changé, c'est notre regard. Et quand on broie du noir, hein, les images parlent d'elles-mêmes, on voit la vie en rose, on broie du noir, on voit toute la réalité d'un seul coup qui devient très sombre. Et c'est vraiment cette prise de conscience que le monde ne manque pas de merveilles, il manque d'émerveillement et de notre aptitude à nous émerveiller et à modifier notre regard sur la réalité. Parce que la vie est belle parce qu'on a un beau regard. C'est ça qui change tout, hein, forcément. C'est ça qui change tout, oui. Mais c'est vrai, Arnaud Rioux, qu'il y a quand même des filtres, hein, finalement, qui nous empêchent aussi de voir l'autre comme il est. Et oui, c'est les filtres des émotions, les filtres des enjeux, les filtres de toutes les mémoires, parce qu'on en a des mémoires en nous, les mémoires de l'enfance, les mémoires de l'adolescence, les mémoires de toutes les frustrations passées, qui sont encore en nous. Et quand on dit je vois, je sais, je sens, c'est à travers le filtre de nos mémoires. Hein, il y a un exercice chez les bouddhistes tibétains qui dit regarde l'autre comme si c'était la première fois. Et c'est vraiment un vrai exercice que de regarder chacun comme si c'était la première fois et de redécouvrir l'autre avec un regard neuf qui est le regard émerveillé de l'enfant, en fait. Absolument. Retrouver une paix à l'intérieur, c'est retrouver l'émerveillement de l'enfant avec l'expérience de l'adulte. Vous parlez notamment, Arnaud Rioux, de tout ce qui fait référence à nos souvenirs. Alors forcément, c'est vrai que parfois quand on rencontre quelqu'un, on a des fois, on dit je le sens, je le sens pas, j'ai un feeling avec cette personne, je ne l'ai pas. Vous faites référence à quelque chose qui moi m'a parlé, que je trouvais très intéressant. Vous disiez, soit cette personne finalement, elle fait appel à nos propres souvenirs d'une autre personne qui peut-être n'a pas été très positive avec nous, mais il y a aussi le fait que cette personne nous ressemble ou au contraire est très différente de nous.
C'est ça. Je me suis toujours interrogé quand je fais des stages ou quand je vois des groupes, pourquoi par exemple cette personne va gêner tel individu mais va pas gêner tel autre. Et en fait, c'est qu'on est concerné nous-mêmes par la relation. Et en regardant ça de près, j'ai vu que si on était gêné par une personne, il y avait vraiment 3 raisons. Soit la première raison, c'est parce que cette personne incarne ce que moi je réprime. Quelle audace, il vient en réunion avec une cravate jaune et une chemise rouge, mais pour qui il se prend? Sous-entendu, moi-même je m'autoriserai jamais à porter une chemise comme ça. Donc à ce moment-là, ce qui me gêne, c'est vraiment l'audace de l'autre que moi je vais réprimer. Ça, c'est la première. Des fois, on est gêné aussi parce que l'autre nous ressemble. Qu'est-ce que c'est que cette personne qui veut tirer la couverture vers lui? Et là, sous-entendu, je risque de perdre ma place. Et la troisième cas de figure qui fait qu'une personne peut nous déranger, c'est quand une personne nous rappelle quelqu'un. Absolument. Et là, nous rappelle un membre de notre famille, nous rappelle quelqu'un. Et là, c'est les 3 raisons qui font qu'une personne nous dérange. Et encore une fois, ce sont que des projections. Ce sont que des projections. C'est pas la personne pour ce qu'elle est, mais on va être dérangé parce qu'elle exprime quelque chose qu'on réprime, parce qu'elle nous rappelle quelqu'un ou parce qu'elle nous ressemble. Et dans tous les cas, c'est pas la personne pour ce qu'elle est. D'ailleurs, combien de fois on a vu des personnes comme ça dans notre histoire qui nous semblent insupportables à un moment donné, et puis quand on apprend à la connaître, nous apparaît très favorable. Absolument. Des fois, c'est l'inverse. On est complètement amoureux de quelqu'un et puis au moment du divorce, on dit ça y est, j'ai vu son vrai visage. C'est des phrases qu'on entend. Et on n'a pas vu son vrai visage. On a vu un autre visage. Une autre facette. Une autre facette. Et en fait, on est des êtres kaléidoscopiques. Et l'introspection, c'est de rentrer en paix, en amour avec chaque facette de notre être. Et c'est vrai aussi, Arnaud Rieu, que c'est par le fait de pratiquer un peu l'égocentrisme, l'introspection, que l'on pourra finalement connaître notre part d'ombre, nos paradoxes, parce qu'on en est tous remplis, et ainsi aussi avoir peut-être plus d'empathie envers les autres. Oui, c'est le paradoxe, parce que dès l'enfance, quand on s'occupe de nous, on dit arrête de te regarder le nombril, pense un peu aux autres. Alors que dans l'ascension humaine, on a vraiment 3 étapes. La première étape, c'est l'égocentrisme. C'est qu'on se met soi-même comme la personne la plus importante et on prend vraiment le temps de bien se connaître. Et quand on se connaît, on est en paix avec soi et on peut commencer à s'intéresser à notre entourage proche et on devient non plus égocentrique, mais ethnocentrique. Et là, on s'occupe de notre ethnie, notre famille, nos amis, nos proches. Mais le reste du monde est encore un peu loin. Et la troisième facette, c'est de s'intéresser au reste du monde. Et là, on est non plus ethnocentrique, mais mondocentrique. C'est la dimension intégrale où on est sensible. Un jour, ça m'avait beaucoup marqué. J'avais reçu quelqu'un comme ça en séance, qui était un militaire. Il revenait de la guerre en Irak. Et il avait donc, en tant que soldat, été amené à tuer des Irakiens, bien sûr. Et quand je lui avais posé la question de lui dire qu'est-ce qui s'est passé quand tu as eu ce soldat et que tu as tiré, il me racontait en détail en me disant voilà, il y avait un soldat irakien, et puis à un moment donné, il est sorti, je l'ai vu en entier, j'ai tiré dans le ventre, il est tombé, et je l'ai vu mourir en face de moi. Et quand je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, il me dit au moment où il est tombé, c'est comme si une part de moi mourait. Et c'est ça qui se passe en fait, c'est quand on développe cette dimension mondocentrique, on prend conscience que on est tous liés les uns aux autres et que la blessure de l'un est notre propre blessure et que de prendre soin de l'autre, c'est aussi prendre soin de nous, comme soigner un arbre, c'est soigner la forêt. C'est vraiment ça. C'est ça. Et c'est ça. Mais pour ça, on a besoin d'abord, dans un premier temps, de se mettre au centre et de prendre soin de soi et de mieux se comprendre soi-même. Absolument. On peut pas donner de la tendresse à quelqu'un si soi-même on n'en est pas plein. Mais c'est vrai aussi, Arnaud Rieu, quand on commence à faire une introspection, quand on prend la parole devant les autres, on est aussi, on va dire, parasité par des espèces de phrases qu'on a entendues justement depuis notre enfance ou par le côté moralisateur. Ça, c'est des choses aussi qui nous empêchent aussi d'avoir accès à notre authenticité. Oui, parce qu'on n'est vraiment pas entraîné et pas habitué. En tout cas, en France, au Québec, j'étais surpris de voir l'aptitude des gens à parler en public, vraiment. Mais chez nous, en France, en Suisse, en Belgique, on a du mal avec ça et on a besoin d'outils. On est parasité par des peurs quand on prend la parole. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi ? Est-ce que les gens vont être d'accord ? Est-ce que les gens vont pas me juger ? Est-ce que les gens vont pas me contredire ? Et cette peur du regard de l'autre nous empêche en fait d'être libres de nous-mêmes et de ce que nous-mêmes on a envie de dire.
dire. Et c'est vraiment, on a besoin d'un entraînement pour apprendre à se libérer de la peur du regard de l'autre. Oui, de la peur du regard de l'autre, de la peur de blesser l'autre aussi avec ce qu'on aurait à dire. C'est ça, j'ai peur de lui faire mal, je suis pas d'accord avec ça, ça me saoule, mais j'ai peur de lui faire mal. Et ça, c'est une phrase. En fait, ce qui fait mal à l'autre, c'est jamais ce qu'on dit, c'est la résonance que ce qu'on dit va avoir sur l'autre. À provoquer. Et on peut comme ça, je rencontre beaucoup de personnes qui se coupent complètement de leur vie et qui sont dans un sacrifice en fait, en victime, en disant je souffre mais je peux pas lui dire, ça me plaît pas mais je veux pas lui faire mal. Et en fait, on ne fait jamais de bien dans la relation en se sacrifiant soi-même. On fait du bien en étant soi-même un soleil, comme les enfants en fait. Et quand on est un soleil soi-même pour soi, on le devient obligatoirement pour notre entourage. Mais la meilleure façon de faire du bien aux autres, c'est déjà de se faire du bien à soi. C'est d'être doux avec soi, d'être bienveillant, d'être tendre. Oui. Et ça, c'est pas facile, Arnaud Rio, faut quand même le dire. Ça demande un entraînement, ça demande une introspection, ça demande un accompagnement, ça demande beaucoup de bienveillance pour soi. Ça commence par ça, hein, c'est beaucoup de bienveillance pour soi. On est dur des fois. On est dur avec nous-mêmes. Hein. Oh là là. Trop. Oh là là, c'est le pire quand j'écoute les gens parler d'eux souvent. C'est j'ai fait ça, j'ai honte, je suis vraiment quelqu'un de... Non, on fait ce qu'on peut et c'est bien d'être bienveillant avec soi et doux avec soi. C'est vrai que c'est ce qui ressort aussi dans ce livre, hein, Oser parler et savoir dire. C'est finalement ce que vous nous montrez, c'est que il est nécessaire de s'apprivoiser et pour s'apprivoiser, on peut pas se taper sur les doigts en permanence, c'est pas possible. Non. C'est pas possible. Non, on a besoin. En fait, l'enfant qu'on a été est toujours vivant en nous, et c'est lui qui mène souvent la barque. Et on a besoin d'être doux pour l'enfant qu'on a été, hein, ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Être doux pour l'enfant qu'on a été, pour le côté le plus vivant, émotionnel de son être. Et c'est cette douceur qui se transmet après dans nos relations en tant qu'adultes. Mais voilà, ça. Quand on communique avec souplesse, quand on a de la douceur dans notre regard sur l'autre, quand on n'a pas ce regard jugeant, mais on est dur avec l'autre parce qu'on est dur avec nous. Absolument. Plus on est doux avec soi, plus on est doux avec les autres, plus on développe de la tolérance, mais vraiment de la tolérance. La vraie, l'authentique justement. La vraie tolérance. Il y a encore un point que j'aimerais toucher avec vous, Arnaud Rio, parce que le temps passe extrêmement vite en votre... C'est pas le temps qui passe, c'est nous. C'est nous aussi, vous avez raison. Il y a un point aussi donc, dans ce livre que je trouvais très intéressant. C'est qu'en fait, vous dites, la parole guérit, jamais le déni. Et ça, c'est fort. Oui, parce que ça, c'est les questions qu'on se pose souvent. Est-ce que je dois lui dire? Est-ce que c'est pas mieux de garder ce silence? Là, je pense beaucoup aux non-dits, aux secrets de famille. Et beaucoup d'entre nous sont alourdis par des secrets de famille qu'on traîne souvent sur les générations, ou même par des actes quotidiens qu'on veut pas dire. Et l'expérience montre que quand on veut protéger quelqu'un en cachant quelque chose, en fait, on protège rien du tout. Je mets à part les petites contrariétés. On se dit, bon, on va pas le dire, c'est pas. Mais les choses importantes ont besoin d'être dites parce que profondément on sait. Et le nombre de personnes que j'accompagne en individuel, dont les parents ont caché des fois des secrets de famille, ont caché que les parents ont pensé à avorter au moment de la naissance ou des choses comme ça, des choses qui sont graves que profondément notre être profond sait, mais qu'on a toujours voulu taire. Et l'expérience me montre que la qualité d'une relation s'appuie sur la vérité de la relation. Donc ça demande du courage, ça demande du courage pour se dire tel qu'on est vraiment. Ouais. Vous dites aussi qu'on ne peut pardonner que ce qu'on a identifié. On ne peut passer l'éponge sans savoir quel est le montant de la dette qu'on efface. Et ça ne peut être que fait par la parole, grâce à la parole. Ça peut être fait par la parole, oui. Les non-dits n'ont pas de place dans la profondeur de la relation. Et ça demande, quand on a des choses délicates à dire, d'abord à rétablir la qualité du lien. J'insiste beaucoup sur cette qualité-là. La qualité du lien, quand on s'adresse à quelqu'un, même si ce qu'on a à dire est délicat, si on a un rapport de qualité en disant, voilà, ce que j'ai à te dire est sensible, ou ce que j'ai à te dire, peut-être tu vas pas être d'accord avec les arguments, mais au-delà des arguments, de toi à moi, j'établis une qualité presque de cœur à cœur ou d'âme à âme, même si dans la personnalité il y a des choses avec lesquelles on va pas être d'accord. Et c'est comme ça aussi que... Pardon, excusez-moi. Oui, quand on a cette qualité de relation, on peut même dire des choses délicates. Parce que c'est comme ça aussi que se crée une relation de confiance, Oui. Absolument. Une relation de confiance et de profondeur,
Arnaud Riot, ça a été un réel plaisir de vous accueillir sous cet arbre à palabres pour parler de ce livre qui est sorti, qui s'appelle Oser parler et savoir dire, communiquer avec authenticité. C'est paru aux éditions de l'Homme. Ce qui est aussi très enrichissant dans cet ouvrage, c'est que vous nous proposez toute une série de relaxations. Alors je dis tout de suite, attention, rien d'ésotérique, rien de... Parce que c'est vrai, ça peut faire peur quand on le dit comme ça, Arnaud Riot. Là vraiment, ce sont des méditations qui nous aident, qui nous accompagnent justement dans nos introspections, dans le fait d'être plus doux avec soi-même pour pouvoir le redonner aussi aux autres. C'est quelque chose que j'ai trouvé très très intéressant. Un petit mot encore sur les animaux aussi. C'est on va dire un peu l'animal totem que l'on a en nous. Et c'est très intéressant parce que vous nous donnez des clés pour, on va dire, communiquer avec les animaux qui ne sont pas de la même famille que nous. On va dire ça comme ça. C'est ça. En fait, j'ai beaucoup regardé les animaux et quand il y a des groupes d'humains qui se réunissent, on a chacun, lui prend toute la place comme un ours, lui rentre dedans comme un bélier, lui survole comme un aigle, lui est très émotif comme un chien, ou veut absolument guérir comme un chat, ou rentre dedans comme une chèvre. Donc on a tous on ressemble beaucoup aux animaux, et après il y a des affinités de certains animaux avec d'autres. Donc je me suis amusé à prendre ce que j'appelle les 12 animaux de parole, et à voir, nous, quel est l'animal ou les animaux avec lesquels on est les plus en lien. Un livre en tout cas que je recommande vivement à toutes les personnes qui nous écoutent. Oser parler et savoir dire d'Arnaud Riot aux éditions de l'Homme. Un livre qu'il vous faut absolument avoir pour pouvoir communiquer les uns avec les autres et pour pouvoir aussi vous connaître un peu mieux. Arnaud Riot, un grand merci. J'espère vous recevoir très prochainement à l'ombre du Baobab. C'est partagé, Tania. Merci beaucoup et belle journée. Merci à vous.